5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Chères auditrices, chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un thème en accord avec la fête de la Toussaint qui approche. Je vous propose un thème sur les mystères de la Chine ancestrale, une rencontre avec Sandrine Chenives pour la parution de La forteresse des âmes fortes dans la collection Voix de la Terre chez Actes Sud. Alors, avant cela, j'aimerais rendre hommage à un chanteur que j'aime beaucoup, qui vient de partir, qui s'appelle D'Angelo. On écoute le morceau Brown Sugar. Let me tell you about this girl, maybe I should. I met her in Philly, and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly, that's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing when I'm kissing. What I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to behave. Sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Behind the story goes, brown sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nonchalant swine, but I think I'm here to solo, hope my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave.
Bonjour Sandrine Genivès. Bonjour Louise Vertigo, enchantée de vous rencontrer. De même. Alors, vous êtes sinologue, anthropologue, psychanalyste en transgénérationnel, écrivaine. Et je vous reçois aussi ici pour la parution de votre livre « La forteresse des âmes mortes » que j'ai tout à l'heure nommée « Forte ». Ce sont des âmes fortes, quelque part, les âmes mortes. J'avais dû perdre mes lunettes une fois de plus. Donc un voyage initiatique dans les montagnes taoïstes. Alors à noter que ce livre est un coup de cœur du jury Pythéas au Salon du Livre à Monaco cette année. C'est ça. Alors on vous suit durant un voyage et vos études qui démarrent par vos études d'anthropologue et sinologue. Et ça se passe à l'Institut des hautes études chinoises. Vous commencez à vous intéresser à cette question d'un au-delà taoïste, géographique, dont on trouve la trace écrite dès la fin du 5e siècle. Et je vous invite à nous lire un passage vous faites une rencontre là, dans cet institut, d'une personne très inspirante, en la personne de Christopher Schipper. Avec plaisir. Alors c'est effectivement, c'est à l'école pratique des hautes études qui se situe dans la Sorbonne à l'époque, et c'est là que l'on se réunit tous les vendredis matins pour la grande leçon sur le rituel avec Christopher Schipper qui est un extraordinaire maître. Le livre en parle beaucoup, et donc je commence la lecture de ce passage. Le vendredi matin, dans la salle de séminaire au mur couvert de lambris, on entendait la pointe des stylos crisser sur le papier lorsque Schipper reprenait sa respiration. Tout cela vient de la représentation du corps, confiait sa voix murmurante, qui nous incitait à la concentration pour ne pas perdre un seul de ses mots. Il donnait l'impression de nous délivrer un précieux secret. Mon imagination flottait en l'écoutant. Un corps composé de souffle-esprit, ou âme psychique, reliée au ciel, et de souffle-matière, ou âme corporelle, reliée à la terre. Ainsi, notai-je, le phénomène de la mort correspondait au moment de la séparation des âmes spirituelles et corporelles, qui, les unes et les autres, retournaient vers leur lieu d'origine. La pluralité des âmes reflétait la dimension cosmique de l'être. Un nœud de souffle entre ciel et terre, entre le yang et le yin. Très bien, alors c'est ce cours, cette rencontre qui va déterminer le choix de votre thèse. Donc vous vous intéressez, on peut dire, au feng shui des morts. Absolument, oui. Alors on a déjà défini ce qu'est le taoïsme dans cette émission, puisque c'est un thème qui revient souvent. Mais peut-être par contre, j'ignorais tout cet aspect du feng shui des défunts. Alors peut-être pourriez-vous nous introduire à ce sujet. Oui, alors en fait, en Chine, on connaît, comme dans beaucoup de cultures traditionnelles, le culte des ancêtres, qui est un culte plurimillénaire et qui persiste toujours de nos jours. Le culte des ancêtres, c'est ce lien avec les vivants de l'au-delà, c'est-à-dire que les ancêtres sont matérialisés dans une matière spirituelle qui sont des petites plaques de bois qui sont posées sur les autels des ancêtres, et dans tous les villages anciens et encore aujourd'hui, on voit les temples des ancêtres, et dans les maisons, il y a toujours un autel des ancêtres, et c'est sur ce culte très porté par le confucianisme que s'est développée une idéologie d'État lors de l'empire des Han. Donc là, c'est un culte qui participe d'une stabilisation des relations sociales, d'une organisation de la société. Et c'est pour ça que l'empereur des Han en avait fait une idéologie d'État. Mais en fait, moi, ce à quoi je me suis intéressée en commençant cette thèse de doctorat, c'est un autre type de mort. Ce sont des malmorts. Et les malmorts, ce sont justement ceux qui n'ont pas le droit au culte des ancêtres parce qu'ils sont morts prématurément, violemment, injustement. Ils ont été arrachés brutalement à un cycle d'énergie vitale. Ils n'ont pas accompli leur cycle. Donc ils sont arrachés à leur vie
propulsés dans un espace qu'ils n'arrivent pas vraiment, sans arriver vraiment à prendre conscience du fait qu'ils ont quitté leur état de vivant. Et évidemment, ça représente aussi le deuil impossible de la part des vivants. Alors ces Malmort, ce sont des maillons un peu orphelins, on va dire qu'ils flottent hors généalogie, contrairement aux ancêtres qui, eux, sont les bons morts de l'au-delà. Ils sont des maillons flottants qui n'ont pas droit au culte et qui, du coup, n'ayant pas le droit au culte qui pourrait les nourrir, se transforment en âmes errantes, pleines de ressentiments, nocives, éventuellement, notamment lorsque ces morts sont vierges. La croyance populaire associe les morts vierges à une plus grande virulence, en fait, dans leur... Alors, il y a ce phénomène de la hantise. La Malmort, ça nous parle évidemment de la hantise. C'est-à-dire, ce sont des êtres qui sont considérés comme étant un peu prisonniers d'un entre-deux, ne pouvant pas poursuivre leur chemin dans la lumière, notamment parce qu'ils sont aussi retenus par le chagrin de ceux qui restent, qui n'acceptent pas cette mort. Et donc... j'ai travaillé, comme vous l'avez effectivement dit, sur un texte du 4e, 5e siècle, il a été édité au 5e siècle. C'est un chaman qui, au 4e siècle, faisait un grand chaman de cour dans la Chine du Sud, au sud du Yangtze, qui était une région extrêmement chamanique, et qui accomplissait des grands voyages dans l'au-delà à la demande des dignitaires de la cour auprès de laquelle il officiait, parce qu'il y avait beaucoup de cas de malmort, de morts subites, des maladies, des sortes de malédictions qui tombaient sur les familles de ces dignitaires. Et lui, on lui avait confié la charge de dénouer tout ça. Et donc, c'est un peu un psychogénéalogiste avant l'heure. Il entrait dans de grandes transes qui l'emmenaient dans des voyages. C'est le rôle de tout chaman, de traverser les frontières et de passer du monde visible à d'autres mondes invisibles, de les parcourir. Donc, la notion de parcours est très importante. Et il ramenait de ces transes des récits racontant des géographies imaginaires où allaient justement ces malmorts. Et ce sont en Chine les premières images que l'on a d'un monde où peuvent aller les morts. Parce que jusque-là, on n'avait pas grand-chose. On avait dans la Chine antique des sources jaunes, c'était très abstrait. Et puis après, il y avait le bouddhisme, qui est une religion étrangère, qui est rentrée au IIe siècle de notre ère, avec un monde des morts très structuré, des enfers, des sous-enfers. Mais il n'y avait pas de monde des morts. Les taoïstes étaient beaucoup intéressés plutôt à l'immortalité, à la prévention de la mort, mais on n'avait pas de lieu. Voilà, donc c'est ce premier lieu sur lequel je travaille lorsque je suis à l'école pratique des hautes études et je passe quelques années dans la bibliothèque de l'école de l'Institut des hautes études chinoises, qui est une bibliothèque absolument extraordinaire, tout près du Collège de France, dans le même quartier, à traduire ce texte qui est issu du canon taoïste et qui est un haut monument de littérature spirite et vraiment l'équivalent de la Divine Comédie de Dante, mais bien des siècles avant. Le Zhengao, c'est ça ? Le Zhengao, exactement. Pardon. C'est la révélation des parfaits. Oui, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce sont des révélations que reçoit ce fameux Yangtze, ce chaman. Très bien, alors c'est vraiment intéressant avec le taoïsme. Là, je rebondis comme ça parce que ça me frappe. Il faut dire que votre livre est très très riche. Là, on va juste l'effleurer. Il y a énormément de questions qui sont très intéressantes. Mais dans le taoïsme, ce qui est frappant, je trouve, c'est ce lien avec le corps aussi, le corps humain, puisque dans le corps, il y a un paysage. Oui. Alors, le taoïsme considère que effectivement l'homme, l'être humain, est partie intégrante de la nature et que la nature est à l'intérieur du corps humain. Donc les cartes anciennes, notamment qui ont été utilisées dans la médecine chinoise, représentent le corps humain. Ce sont des cartes qui étaient utilisées dans la médecine et c'est des cartes extraordinaires. On les trouve dans le canon taoïste où on voit l'intérieur du corps. Donc on a une silhouette méditante en position zen et à l'intérieur on retrouve des forêts, des étangs, des rivières, des montagnes, des rochers, la lune, le soleil, enfin toutes les constellations. Et ça nous parle aussi du voyage que fait le maître, l'initié, à l'intérieur de son corps, lorsqu'il fait circuler les souffles. Là, on est vraiment au moment où l'alchimie interne se développe, c'est-à-dire dans les mêmes siècles que la période de Yangtze, où l'alchimie interne, la circulation des souffles, va remplacer l'alchimie externe qu'utilisaient les taoïstes un peu avant notre ère ils absorbaient du mercure, il y avait différentes expériences alchimiques qui étaient faites et qui leur réussissaient pas toujours pour essayer de gagner sur la mort et sur le dépérissement. Et le corps, c'est effectivement au fondement même de Lao Tzu en parle magnifiquement aussi dans ses écrits. Et puis il y a le corps physique et il y a le corps social.
parce qu'il y a une dimension du taoïsme qui est totalement méconnue en Occident, à laquelle on accède depuis vraiment relativement peu d'années, et notamment grâce aux travaux de Christopher Schipper, qui a écrit ce magnifique livre qui s'appelle « Le corps taoïste, corps physique, corps social », et qui nous explique que le taoïsme, contrairement à l'idée qu'on en avait en Occident, on peut en expliquer les raisons, mais était considéré comme une sorte de philosophie un peu édulcorée, de bien-être, etc. Le taoïsme est une véritable religion qui appartient au peuple. Elle appartient au peuple parce que les temples appartiennent au peuple, et que ce sont des maisons communes dans lesquelles le peuple organise sa vie politique, économique, culturelle, religieuse, en y invitant de temps en temps des membres des maîtres taoïstes pour faire les rites. Très bien, on va revenir durant l'émission sur ce corps. Alors, pour votre plaisir, hein, puisque je sais que vous appréciez cette chanteuse, vous me l'avez dit, on va écouter ce morceau que j'aime beaucoup, Cœur ardent, un morceau du dernier album de Vanessa Paradis, Le Retour des beaux jours. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Soudain j'entre dans la lumière, le souffle court, le cœur battant. Dans le noir il y a ce cœur ardent qui m'attend depuis longtemps, qui a saisi l'insaisissable, la magie de l'inévitable, qui sait déjà tout de ma vie, sans qu'un mot ne soit jamais dit. Et puis relativité de l'espace et relativité du temps qui nous relie et qui dépasse l'intensité des sentiments. Et puis soudain j'entre dans la lumière, le souffle court, le cœur battant. Il y a ce soir un cœur ardent qui m'entend, qui m'attend. Vous êtes dans Respiration. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Chenives pour la parution de la Forteresse des âmes mortes dans la collection Voix de la Terre chez Actes Sud. Alors Sandrine, on continue notre exploration de votre livre dans ses failles. J'aimerais qu'on parle de l'importance des montagnes où séjournent des taoïstes, des hommes montagnes qui pratiquent l'alchimie en quête d'immortalité et de grottes cieux. Oui,
écrivez-vous? Oui, ce sont les taoïstes, les initiés. D'ailleurs, souvent, c'était des lettrés, des gens qui étaient dans ce bas monde, qui officiaient comme fonctionnaires à la cour de l'empereur et qui, fatigués de leur charge et du non-sens dans lequel ils se trouvaient, partaient en quête de quelque chose de plus grand, d'un monde plus grand. Et donc, en fait, c'était se fondre dans la nature, et puis l'entrée dans la montagne, c'était l'endroit où on trouvait... alors, il y avait dans l'Antiquité, il y avait le champignon, l'algarique. On allait cultiver, pratiquer l'alchimie externe. Et puis, ça se pratiquait donc dans des grottes cieuses, c'est-à-dire des grottes qui étaient à la fois reliées à la terre et ouvertes vers le ciel. Mais entrer dans la montagne n'était pas anodin. C'était, comme l'écrivait Gorong au IIIe siècle, le maître son nom en fait, c'est le nom qu'il s'était donné, c'était le maître qui embrasse la simplicité. Et il avait écrit tout un opuscule qui donnait beaucoup de préconisations et de conseils pour pouvoir entrer dans la montagne sans prendre de risques. Donc on n'entrait pas dans la montagne à n'importe quel moment. Il y avait des interdits calendériques. C'était des lieux qui étaient peuplés d'entités, de démons. Donc dans l'Antiquité, on retrouve dans les tombes des miroirs qui étaient polis, c'est du bronze poli, et sur lequel étaient gravées les montagnes. Et en fait, les taoïstes, les initiés, partaient dans la montagne avec un miroir sur le dos qui était censé refléter les démons, les puissances démoniaques qui pouvaient leur prendre la vie. Donc c'était assez périlleux, et d'ailleurs c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis partie moi-même dans le Mont Fondou. Oui, nous allons parler de vos aventures, on y arrive. Mais alors durant un deuxième séjour, même si on n'a pas parlé du premier pour l'instant, mais peu importe, à Fengdu, vous êtes avec un maître, je crois. Et je vous invite à lire le passage qu'on a choisi ensemble. Cette faille dévoilait une question métaphysique, mais elle dégageait aussi une dimension géomantique puissante. Je comprenais ce que Maître Gong avait cherché à me dire. La montagne était le point éminent d'une ossature souterraine, balisée d'abscisses, qui déterminait un champ magnétique, le feng shui, vent et eau, loin d'être anodin. Il influait sur l'équilibre de la région et de la vie de ses habitants. Il rendait aussi compte d'un bon gouvernement, disaient les anciennes monographies. Le déséquilibre du feng shui, et à plus forte raison celui de la montagne des âmes mortes, nuisait à l'ordre du monde naturel, mais aussi social et politique. Comme tout lieu saint, la montagne était un corps vibrant, parcouru de souffles intérieurs. Elle réagissait sensiblement au monde extérieur. Je ressentais les ondes frémissantes de cette extraordinaire frontière du bord du monde. Cette énergie me perturbait, comme si l'un des deux mondes menaçait à tout moment de se déverser dans l'autre. Mon expédition prenait un tour fantastique. Alors effectivement, là je me trouve... alors je ne suis pas encore arrivée à Fondou, je peine à y arriver, c'est-à-dire j'y vais un peu en freinant des cas de fer, parce que à la fois je suis happée par ce sujet, je ne sais pas quel élan me porte là, et en même temps, et en plus, bon voilà, il y a la bonne élève qui veut avancer dans sa thèse, et en même temps il y a une sorte de peur, je sens que je vais vers un endroit où je vais probablement vivre quelque chose de sidérant et de transformateur, et puis on m'en avertit. Et donc je fais effectivement étape d'abord à Chengdu, où je rencontre un maître assez exceptionnel qui m'envoie vers un autre maître qui est le supérieur d'un temple, d'un monastère, la montagne de la pureté suprême, le monastère de la pureté suprême, dans les contreforts tibétains. Et on est donc au Sichuan, vraiment à l'extrême ouest du Sichuan, et c'est ce maître Gong avec qui j'échange. J'ai 2-3 conversations avec lui lors de ce séjour. Je me prépare et voilà. Il me prévient, lui aussi, comme maître Wang Jiayo, que j'ai rencontré à Chengdu juste avant. Il me prévient du danger de ce lieu qui est relié à des failles telluriques et qui n'est pas du tout un lieu anodin. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Alors, on revient à cette jeune fille courageuse et à son parcours. Donc, un peu avant d'aller au monastère de la Pureté Suprême, dont on va parler, parce qu'il vous arrive des aventures, on va quand même en parler un petit peu. Vous allez
vous faites la rencontre d'un vieux professeur d'université qui trouve important de vous donner un nom chinois. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, alors c'est le professeur Wang Jiayou, effectivement, dont je parlais à l'instant. Et en Chine, on a toujours un nom chinois, c'est-à-dire que, voilà, et donc moi j'arrive là, j'ai pas encore de nom chinois, donc ce qui est déjà un peu exceptionnel, parce que j'ai déjà voyagé depuis un bon moment en Chine et à Taïwan. Et donc il me donne un nom, il va se servir évidemment, comme toujours, des sons de mon nom français, donc Sandrine, ça se traduit par Sandelin. Et du coup, il me dit, voilà, en fait, Sang, c'est le mûrier. Et il y a un proverbe chinois qui dit qu'il ne faut jamais planter le mûrier devant sa porte. Donc, parce qu'il y a une homophonie avec le mot Sang qui veut dire funérailles. Et donc, ça porte malheur. Donc, mais il me dit, mais pour toi, c'est différent. Parce que, justement, comme tu vas dans un lieu extrêmement dangereux, avec des énergies qui peuvent être très nocives, etc., ça va au contraire te servir de talisman. Donc je plante le mûrier devant ta porte. Planter le mûrier devant la porte, c'est parce que aussi en Chine, le nom de famille, c'est toujours le premier caractère des 3 caractères ou des 2 caractères du nom. Donc du coup, Sang devient un peu comme l'équivalent d'un nom de famille, Sang de Lin. Et la traduction entière du nom devient le bruit des perles de jade qui s'entrechoquent dans la forêt des mûriers. Donc je trouvais que ça contrebalançait quand même aussi le côté un peu fatal de ce premier caractère. Voilà, il m'a aussi dessiné des talismans pour m'accompagner. Et donc voilà, donc j'étais à la fois rassurée et pas rassurée. Parce qu'à la fois, j'étais protégée, on me donnait des protections, mais allait-elle être assez puissante par rapport à ce lieu qui, depuis plus d'un millénaire, voilà, célébrait des cultes très importants pour les Malmorts. Alors, ouais, on ne va pas tout dévoiler, mais vous en avez bien besoin de ces protections. Alors donc, moi j'aimerais qu'on parle d'une des aventures qui se passe au monastère de la Pureté Suprême. Vous accédez de nuit, vous êtes toute seule, vous tombez sur un moine un peu dépenaillé, etc. Vous écrivez, je compris alors qu'entrer en montagne signifiait autre chose que d'y pérégriner. C'était entrer dans un nouvel état de conscience. Et durant ce séjour, vous faites une expérience très, très, très forte, très étonnante, avec le moine Shizen. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, alors la montagne, c'est l'Axis Mundi. Donc elle puise ses racines dans les tréfonds de la terre et puis elle est reliée au ciel. Donc c'est un haut lieu d'élévation de la conscience. Et d'ailleurs, un des livres, moi, qui m'a profondément, un de mes livres cultes, j'en parle, je pense, à un certain moment dans le livre, c'est Le bon analogue de René Daumal. Voilà, donc les montagnes me fascinent. Et donc j'étais là, j'étais la seule, pèlerine ou hôte dans le temple, dans le monastère assez désert en cette période de l'année. Et donc, je séjournais dans une des cellules qu'on m'avait octroyées, d'ailleurs assez impressionnante parce qu'elle était au bord du vide et dominait les forêts en dessous. Donc, c'était vraiment déjà en soi une expérience assez incroyable et qui déjà faisait passer à un autre niveau de conscience, ne serait-ce que de dormir là. Mmh. Et puis, c'est vrai qu'à minuit, tout d'un coup, il y a un petit chuintement, un petit toc-toc à ma porte. Et puis, je retrouve là, j'ouvre et c'est un des moines que je voyais s'entraîner les matins très tôt et qui avait toujours un air assez farouche et un peu effrayant. Et puis il me propose d'aller dans la chambre des rêves pour y effectuer un rêve. Donc ça, c'est aussi une coutume qui se fait dans certains temples. Le rêve est très important et dans un lieu, parce qu'il est porteur de révélations divines, donc il y a une dimension aussi divinatoire, et dans un lieu pareil, qui est donc, il faut savoir qu'en Chine, les temples sont construits toujours sur des lieux énergétiquement très puissants. Hein. C'est un peu comme l'endroit où l'acupuncteur va poser ses aiguilles d'acupuncture sur les méridiens. Ouais. Et bien voilà, les temples et les lieux sacrés sont placés à certains endroits. C'est pas pour rien qu'on les a construits là. Donc du coup, je fais l'expérience de le suivre dans ce petit temple au fin fond du monastère, dans lequel je vais vivre l'expérience de ce rêve, avec à la fois toujours un peu d'effroi et en même temps je me laisse aller dans l'expérience. Il y a toujours cette sorte d'ambivalence où à la fois j'ai un peu peur et en même temps j'y vais parce que je me dis oui, il faut traverser l'expérience ou bien que l'expérience me traverse. Oui, et puis je pense qu'à la fin du livre, on le comprend, vous avez quand même une sensibilité pour sentir l'énergie, pour avoir de l'intuition, hein, on le perçoit dès le début. Et donc, dans cette expérience autour du rêve, vous sentez le parfum de votre mère. Il se trouve que
vous avez perdu votre mère à l'âge de 21 ans et que cet aspect-là de votre vie aura un rôle important dans l'histoire qui vous arrive. Oui. Alors, on va écouter maintenant Pazacal de la folie, nos esprits libres et contents. Philippe Jarouski et l'arpeggiata Christina Plouard. Vous écoutez à Aligre FM 93.1. Esprits libres et contents, vivent dans ces doux passe-temps, et par une si chaste plaisir, réalisent tous autres désirs. La danse, la chasse et les bois, nous rendent exempts des lois, et des misères dont l'amour afflige les cœurs de la cour. Car en changeant toujours de lieu, nous empêchons si bien ce Dieu. Il ne peut s'assurer des coups qu'il pense tirer contre Dieu. Si nous défendons de nuit et passons nos jours sans ennui, nous essayons de lui ravir la gloire de nous asservir. Il est bien vrai qu'en nous servant, il pourra toujours nous suivre, et nous suivre tant début qu'enfin il entre dans nos yeux. Car la neige de notre sein empêche si bien son dessein. Alors qu'il nous prend sans flamber, son feu ne se peut allumer. Chers auditeurs, vous êtes toujours dans Respiration. On parle aujourd'hui du livre de Sandrine Chenivès, La forteresse des âmes mortes. Alors on va continuer à se relier à cette pensée et j'aimerais que vous nous lisiez un passage sur le corps. Sandrine. Alors, que vivait mon corps pendant ce temps ? J'ai eu l'impression d'être traversée par une illumination fulgurante. Dans les rues de Tainan, marchant sans but dans la foule, je voyais des corps reliés les uns aux autres par une fluidité inédite.
comme un grand corps collectif ou social, relié aux forces de l'univers, où chacun bénéficierait aussi d'une place autonome. J'eus soudain la vision de l'étendue de mes blocages et des limites que m'imposait une vision du réel beaucoup plus individualiste. Sur le parvis du temple du pic de l'Est, un vieil homme entamait sa pratique martiale de Tai Chi Chuan sous la forme décomposée d'une danse lunaire. Je l'observais avec soin. Son regard semblait tourné vers l'intérieur. Il était à la fois absent et présent, comme si en lui-même il contemplait le monde tout en s'y fondant. Ses vêtements larges flottaient sur son corps maigre et raidi par l'âge. Il se mouvait avec une grâce qui le rendait presque irréel. Une danse de l'être, une écriture spontanée avec le corps. Une évidence s'imposait. Oui, et d'ailleurs, ça renvoie un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure dans la chambre des rêves, puisque le moine Shizen va faire une danse sur les 7 étoiles du boisseau de la Grande Ourse. Oui, ça c'est une danse exorciste extrêmement ancienne que pratiquaient les taoïstes et que certains taoïstes pratiquent d'ailleurs toujours, parce qu'il est quand même important de préciser que le taoïsme c'est pas une religion ancienne et disparue, mais que par la force de la tradition orale et la puissance de cette religion, qui est vraiment la manière dont le peuple s'organise lui-même en marge de tout pouvoir, ces pratiques sont toujours existantes. Et malgré 50 ans d'iconoclasme avec le communisme qui a, pendant toutes ces périodes-là, généré une forte oppression et interdiction de pratiquer cette religion. Ouais. Je crois que certaines choses ont été préservées à Hong Kong. Oui, aussi. à Hong Kong. Alors Taïwan, là on était à Taïwan dans le passage que je viens de lire. Donc ça c'est le début de mon voyage. Je passe 6 mois à Taïwan. Taïwan étant vraiment un conservatoire de toutes les traditions chinoises, de la religion taoïste, telle qu'elle a toujours été pratiquée. Et donc je suis plongée de manière totalement itinérante dans cette île merveilleuse, me laissant guider, encore une fois, par mon instinct et mon intuition, pour aller à la rencontre des maîtres taoïstes, visiter les temples. Alors Tainan, c'est une ville du sud de Taïwan, qui est une ville sainte. Il y a un temple tous les 3 mètres, chaque quartier a plusieurs temples. Et il y a plus d'un millier de temples dans cette ville du sud. Voilà, donc là, je vis plein d'expériences assez extraordinaires. Et c'est ce que j'observe. Ce sont mes premières observations. Donc, je ne suis pas encore tout à fait avancée dans mon parcours quand je me fais cette réflexion. Et je ressens justement déjà cette incroyable différence, cette polarité, cet autre pôle de l'expérience humaine, je dirais, comme disait Simon Leys. Alors, donc, on n'a pas, comme je l'ai déjà dit, le livre est très riche. Hein. Donc, on a parlé d'une première expérience dans le temple de la pureté suprême. Et maintenant, il y a eu un premier séjour à Fangdu, qui est donc le lieu où vont se passer les choses et le lieu de votre voyage, enfin, l'aboutissement de votre voyage. Vous y retournez en 91. Et là, il va se passer quelque chose. C'est donc que vous arrivez à un moment qui est une période dangereuse durant laquelle les malmorts, donc les âmes sauvages, reviennent dans le monde des vivants. Donc il y a le décès du réceptionniste que vous aviez déjà vu, un jeune homme. Et donc vous assistez aux funérailles. Et là, il va se passer quelque chose. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous... Oui. Alors peut-être juste en deux phrases resituer, parce qu'on n'a peut-être pas dit que Fangdu, ça se situe le long du fleuve Yangtze. Oui, c'est vrai. Pour situer, c'est à peu près c'est en amont du grand barrage des Trois Gorges qui s'est construit depuis, mais qui a transformé cette vallée en un immense lac de 600 km. Bon, à l'époque, on est donc au bord du fleuve Yangtze, qui est le 3e plus grand fleuve du monde, donc un fleuve extrêmement tumultueux, violent et magnifique. Et donc, vers l'an 1000, c'est situé à cet endroit-là cette géographie de l'au-delà. C'est-à-dire que c'est une montagne sur laquelle des pèlerins viennent de très très loin pour parcourir toute une géographie sacrée et aller à la rencontre de leurs défunts, ces malmorts, tout en soignant leurs troubles, puisqu'ils sont porteurs de leurs propres fantômes. C'est ce qu'on voit dans le transgénérationnel. On est en plein dans le transgénérationnel avec Fangdu. Donc moi, c'est l'objet donc de ma thèse, à la fois le texte ancien dont on a parlé tout à l'heure et l'étude de ce culte et de ce pèlerinage qui dure encore jusque dans les années 30. Il y a des écrits d'un ethnologue chinois que je retrouve
presque vers la fin de ma thèse. Et puis, donc moi, j'arrive en 90. C'est le tout début de la réouverture des lieux saints de cette montagne, les lieux sacrés, etc. Les temples sont à peine entrouverts. Il ne se passe pas encore grand-chose, surtout que c'est un tout petit bourg perdu, isolé. Ils n'ont jamais vu une étrangère. Donc, il faut aussi remettre le contexte. J'arrive là. J'ai fait déjà un premier séjour de plusieurs mois et puis je reviens l'année suivante pour assister au culte que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que pendant un mois, les portes de l'au-delà s'ouvrent et les morts reviennent visiter les leurs. Et donc, normalement, traditionnellement, on voit ça à Taïwan. Il y a des petits hôtels de nourriture partout, à tous les coins de rue, dans les maisons, etc. Et en fait, le jour où moi j'allais assister à cette cérémonie qui en fait est extrêmement parcellaire parce que, je le dis lors du premier voyage, aucun temple n'est vraiment actif. Parfois je trouve un brin d'encens, quelques cendres, mais pas grand-chose. Donc je fais face quand même à un immense mutisme de la part de la population qui me laisse dans un grand isolement. Et donc je reviens quand même pour assister à cette cérémonie parce que c'est une date et parce qu'une des vieilles personnes m'ont dit qu'il y allait avoir quelque chose dans un des temples qui est le seul qui soit à peu près en activité en bas de la montagne. Et lorsque je me prépare à y aller, en fait, il y a des bruits de pétards, toute une effusion, une effervescence dans la rue d'à côté. Donc je me précipite en me disant tiens, il se passe quelque chose. Et puis je comprends que ce sont des funérailles. En tout cas, ça célèbre le départ d'une âme. Et lorsque je m'approche de la porte de la maison, il y a la photo du mort qui est là, en noir et blanc, le portrait du mort. Et je réalise que c'est le réceptionniste de la petite pension dans laquelle j'étais logée, dont j'avais vu déjà quelques fois. Donc je vis un immense choc. Et je ne sais pas trop si je dois rester ou pas, mais en même temps, je suis la seule étrangère. Ils n'en ont jamais vu. Donc chaque fois que je sortais dans la rue, il y avait toujours un groupe de gens qui m'entouraient, qui me suivaient partout. Et du coup, tout le monde se resserre autour de moi, me pousse dans une voiture, il y a une procession qui démarre, et nous partons sur le haut de la montagne. Et du coup, je me dis, je suis en train de rater la cérémonie pour laquelle je suis venue spécialement, mais en même temps, je vais peut-être enfin pouvoir assister à quelque chose qui m'amène à pouvoir mieux comprendre ces rites funéraires et voilà, ces traditions. Et du coup, je me retrouve en fait dans la voiture des parents, avec tout l'orchestre derrière la camionnette. Et parce que c'est toujours très joyeux, les funérailles, il y a toujours des petits orchestres de campagne avec des instruments, des percussions, c'est très percussif, très joyeux, des flûtes, des orgues à bouche qui ressemblent à des petites cornemuses. Et donc on arrive en fait sur le sommet d'une montagne qui n'est pas celle où a lieu le pèlerinage, qui est une autre, donc dominant toutes les courbes du fleuve en bas et tout ça noyé dans la brume perpétuellement. Et c'est une sorte de vieux hangar branque-ballant, un endroit assez inquiétant et pas du tout accueillant. Il se trouve que le corps du jeune homme, je ne savais pas, était dans le coffre de la voiture, donc j'assiste à quelque chose une scène absolument effrayante. Et puis il y a un treuil, il y a une incinération qui va avoir lieu, mais tout ça se fait de façon très très archaïque et je ne suis absolument pas préparée à ce que je vais voir. Et je suis déjà sous le choc de ce à quoi j'assiste lorsque la famille et un autre groupe de gens se resserrent autour de moi de nouveau et en criant, en disant des choses que je ne comprends pas, ils parlent dans un dialecte. Moi, je parle le chinois et je communique avec certains d'entre eux qui parlent le chinois officiel, mais eux ne s'exprimaient que dans leur dialecte, qui est un dialecte extrêmement local de ce bourg. Les gens de Chongqing ne comprennent pas ce dialecte. Chongqing, c'est à 172 km de là, une très grande ville. Et du coup, ils me poussent vers la porte qui est juste à côté de l'incinérateur. Et là, je suis saisie d'une angoisse profonde et je perds connaissance. Et je me réveille quelques heures plus tard dans ma chambre d'hôtel. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence le livre, par ce mystère. Oui, tout à fait. Alors, on va laisser planer le mystère et on va écouter Superstition, une reprise de Tété. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Very superstitious writings on the wall. Very superstitious ladders about to fall. Darkement ton baby brought the looking glass.
7 years of bad love, the good things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and the way. Very superstitious. Wash your face and hands. Rid me of the problem. Do all that you can. Keep me in a daydream. Keep me going strong. You don't wanna see me sad as my song. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition and your way. Ooh la la la, la 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 la. Ooh, superstition and the way. Very superstitious. Nothing more to say. Yeah. Very superstitious. The devil's on his way. Turn him off, oh baby. Brought the looking glass. 7 years of bad luck. Good things in your past. Vous êtes toujours dans Respiration. Alors on continue cette aventure passionnante avec Sandrine Genivès. Alors depuis les funérailles où vous avez eu ce malaise, où vous êtes éveillée dans la chambre d'hôtel, eh bien vous êtes atteinte d'un mal étrange. Oui, je me réveille, je ne suis plus du tout la même. Je suis partie le matin et je me réveille, il fait pratiquement nuit. Et en fait, j'ai l'impression de ne plus du tout être dans mon corps et je suis perclue de sensations étranges. Et en fait, avec une angoisse très profonde. Et je n'ose pas bouger, je suis dans un état comme si j'étais brisée en 1000 morceaux. Et en fait, je n'ai personne à qui parler, qui appeler. Le moindre coup de fil à Pékin, c'est un peu comme chez nous dans les années 40. Il fallait attendre des heures pour obtenir une communication. Il n'y a absolument pas de portable à l'époque. On est en 91, dans un endroit absolument perdu. Et je prends la conscience de mon isolement absolu, de ma finitude, on va dire. C'est-à-dire, je me dis, mais je pourrais mourir là, sur ce lit. En fait, personne ne sait que je suis là. Et cette maladie, cet état étrange, avec plein de sensations kinesthésiques, va durer longtemps, doublé d'une fièvre basse que aucun corps médical ne parvient à cerner. Donc je suis même rapatriée un moment à la Pitié-Salpêtrière à Paris, au service des maladies tropicales, j'allais dire des maladies étranges. Et voilà, bon, en tout cas, au moment, j'ai vraiment l'intuition que c'est en Chine que je vais pouvoir guérir, parce que c'est là que ça m'est arrivé, qu'il y a un sens à cela. Et je reviens un peu toujours dans cet état l'année suivante. Alors, à chaque fois, ce sont des longs séjours qui font plusieurs mois. Je ne suis pas autorisée à rester dans le bourg, donc souvent, je dois partir. Enfin, là, je commence à aller vers les montagnes et à essayer de retrouver des pistes des anciens maîtres, ou des derniers maîtres, plutôt les maîtres qui sont les derniers héritiers de ces traditions anciennes. Et puis, est-ce qu'ils ont des nouveaux disciples ? Et donc, à ce moment-là, je commence à avoir les premiers indices. Donc, au bout de presque 2 années de séjour à Fondou, et peut-être à la faveur de cette expérience, de cet accident existentiel, je commence à avoir quelques indices et on m'indique un maître, mais toujours sous le manteau, sans vraiment trop préciser.
on me donne un petit plan, quelqu'un me dessine un petit plan, il y a 3-4 heures de marche, en m'indiquant dès que tu vois les 3 pruniers, tu tournes à gauche, et puis ensuite il faut traverser la rivière à Gué. Et puis, voilà. Donc je fais ce chemin dans les montagnes. C'est une région très montagneuse, et l'habitat est très dispersé. C'est des clans, donc des fermes. Et donc j'arrive chez Maître Tsio, qu'on m'a recommandé d'aller voir. Et quand j'arrive, sa famille me dit, mais en fait, il est parti il y a 4 jours pour faire un rituel de l'autre côté des montagnes. Et donc, quand il reviendra dans 4 jours. D'accord. Alors, du coup, je suis restée avec la famille. Et puis, il est revenu. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, j'avais, grâce à Shipper, une très grande connaissance du rituel. Donc, je ne pouvais pas être confondue avec, je sais pas, un espion, où il pouvait y avoir des inquiétudes de livrer à une étrangère qui était telle, etc. Donc, on était dans des affinités, on va dire. Puis, au bout d'un moment, il m'a dit, mais il y a quelqu'un que vous devriez aller consulter. En fait, c'est mon cousin, Maître Lin, qui lui pratique carrément des danses exorcistes avec des masques, etc. Et lui, c'est encore à 2 jours de marche. Et donc, je suis allée voir ce cousin. Et en fait, c'était pas évident parce que lui, il était vraiment encore beaucoup dans la peur, toute cette ombre laissée qui planait encore l'empreinte de la révolution culturelle qui s'était achevée à peine 14 ans avant. Ce moment où moi j'arrivais dans cet endroit-là. Donc il y avait encore cette empreinte très émotionnelle et terrifiante où voilà, tous les cultes avaient été vraiment interdits, et puis ceux qui les pratiquaient étaient poursuivis de manière extrêmement sévère. Et donc lui, il a fallu vraiment l'amadouer pour que peu à peu il commence à accepter d'échanger avec moi, et puis peu à peu à me montrer un masque, et puis voilà, enfin ça s'est fait un peu il était quand même assez revêche et récalcitrant. Mais j'ai été amenée à le revoir parce que entre-temps, après j'ai été rapatriée, etc. Et puis il m'avait laissé entendre que, enfin, lui a vu, en fait il a vu en moi que j'étais porteuse d'entité. Il y avait un médium aussi qui vous l'a dit. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai aussi fait un voyage à Taïwan, de nouveau, et où j'ai été visiter un tout petit temple perdu dans la banlieue de Taichung, qui est vraiment la ville du centre de Taïwan. Et j'étais allée là parce que j'avais trouvé des documents à Fengdu, comme ça, qui traînaient je ne sais plus où, et qui racontaient le voyage d'un petit groupe de Taïwanais, complètement incroyable, parce que les Taïwanais n'avaient pas le droit, ils obtenaient très difficilement des visas pour venir en Chine. Et ils avaient fait un voyage parce que leur médium avait fait un rêve dans lequel un poème donnait le nom de Fengdu, et donc ça donnait le nom de la divinité tutélaire du petit temple qu'ils étaient en train de créer. Donc ils ont fait ce voyage pour aller prélever les cendres qui leur permettaient de fonder leur temple. Et donc je suis allée les interviewer. Et là, ce médium, justement, lui aussi me dit, effrayé, vous êtes prise, vous portez un mal mort et une entité plus ancienne. Alors là, pour en savoir plus, chers auditeurs, je vous invite à lire le livre. On ne va pas vous en dévoiler plus, mais déjà, c'est beaucoup. Alors je dirais qu'au terme de toute cette aventure se dessine pour vous une nouvelle voie d'anthropologue pragmatique. Vous avez formulé ça de cette manière. Et pour conclure, j'aimerais lire ce passage de Christopher Schipper, alors qui parle de vous à votre retour. Votre nature de chamanesse s'éveille. Devant ma surprise, il ajouta « Oui, vous verrez, je suis sûr de ne pas me tromper. Une fois votre âme guérie, vous aurez le don de guérir. Vous communiquez déjà avec les mondes invisibles. Vous résistez encore à votre intuition, à votre hypersensibilité. Cela vous effraie parfois. Pourtant, ce sont là des brèches à explorer comme vous le feriez d'un paysage. » Donc je crois que c'est une très belle conclusion. Est-ce que vous avez une actualité à nous annoncer, Sandrine, avant de nous quitter? Ça fait du bien d'entendre ces mots, parce qu'effectivement, moi je suis devenue psychanalyste transgénérationnelle, donc c'est un des fils, effectivement, que j'ai tiré de tout ce travail.
L'actualité qui me traverse en ce moment, parce que je commence à travailler sur ce projet, c'est que le livre va être probablement adapté au cinéma. Donc, je été approchée par un merveilleux réalisateur que j'apprécie beaucoup, Tom Wolfe. Et voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui se dessine en ce sens. Très bien, on vous souhaite la réalisation de ce magnifique projet et merci beaucoup pour votre venue. C'est moi qui vous remercie, Louise. Merci beaucoup de votre invitation. On se retrouve mardi 11 novembre pour un thème qui est Dharma et méditation. Ce sera une rencontre avec Denis Malice pour la parution de Méditation, la simplicité d'être, paru chez Mama Édition. D'ici là, je vous souhaite de très belles journées. À bientôt. 5 minutes pour respirer. 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui monte. Vous écoutez Aligre FM 93.1.